ce cours-là sur l'importation des protéines dans le noyau, il est hyper important pour des raisons qui sont que dans le cours, il y a un truc qui n'est pas clair sur l'intervention de RAN. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur RAN? Qu'est-ce que ça fait RAN? C'est quoi? C'est une protéine G monomérique. Et elle va servir donc à l'importation des protéines. Bon, donnez-moi comment elle intervient de manière concrète. Si vous devez l'expliquer à n'importe quel imbécile dans la rue, comment vous expliquez l'intervention de RAN? Comment joue le rôle de RAN dans la cellule, enfin, dans l'importation de la protéine? Est-ce que, alors, dans votre schéma, est-ce que par exemple dans le complexe où il y a la portine alpha, la portine bêta et la protéine avec son NLS, est-ce qu'elle est là, RAN? Non. D'accord. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que ne vous dites pas que RAN est présente dans le trimère d'importation. RAN, quand on dit qu'elle intervient dans l'importation, c'est qu'elle intervient à la fin, quand la protéine elle est dans le nucléoplasme. Donc, je m'explique. On a une protéine à importer. Ouais. Cette protéine, elle a un NLS. Ça, c'est la première étape. Pour toute protéine, et même le récepteur qu'on a vu la semaine dernière, ABCDE, ils ont un NLS. Ce NLS va être reconnu par deux choses. D'abord, par la portine alpha, qui, elle, n'a rien à voir avec... enfin, on va voir ça, la portine alpha, et la portine bêta. Vous voyez d'où elle vient, la portine bêta? La portine bêta vient de se séparer de RAN. Ici, quand vous voyez un truc qui est marqué GTP ou GDP, c'est que c'est RAN. Ni plus ni moins. C'est RAN couplé au GTP ou au GDP. OK? Allez. OK? Donc, ici, on a la protéine à importer, la portine alpha, la portine bêta. Donc ça c'est plus gros que la protéine, elle est plus grosse que 40 kDa, ou égale ou plus grosse que 40 kDa. Cette protéine-là en question, elle va être passée par le transporteur central et elle va rentrer dans le nucléoplasme. Et là, il n'y a pas de RAN ici à ce moment-là. Okay? On est sans RAN. Et à ce moment-là, c'est qui va faire en sorte que le trimère se sépare? C'est RAN couplé au GTP que vous voyez ici qui va passer, qui va prendre sous son aile l'importine bêta. OK? Donc, elle a laissé la possibilité à l'importine bêta de se libérer en haut, dans le cytoplasme, et là, elle permet de se relier à l'importine bêta pour séparer le complexe. Donc là, on a le dimère entre la protéine avec le NLS et l'importine alpha. L'importine alpha dégage, et elle, regardez l'importine alpha, elle va utiliser une exportine, okay, pas comme l'importine bêta, plus RAN plus GTP. Plus RAN plus GTP. Donc, encore une fois, à partir du moment où il y a marqué GTP ou GDP, ça veut dire que c'est RAN. Et là, pour rentrer, donc vous savez que pour faire rentrer, on a RAN plus GTP. Pour faire sortir, on a RAN plus GTP. Et donc, l'importine bêta va revenir dans le nucléoplasme en mode couplé au RAN GTP. Alors que l'importine bêta va revenir au cytoplasme également, avec l'exportine en plus. Et la protéine avec le NLS, qui a perdu son NLS d'ailleurs, va aller vers le noyau, va aller sur l'ADN, va aller où vous voulez, jouer son rôle. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'exportine, elle, donc tout à gauche du schéma, l'exportine qui a été couplée à RAN plus GTP, qui est allée, excusez-moi, dans le cytoplasme. Maintenant, elle a besoin de revenir dans le nucléoplasme. Donc, comment elle fait pour revenir dans le nucléoplasme? Elle va se coupler là, et là, dans ce moment-là, à RAN plus GDP. Donc, vous voyez bien la différence entre la protéine qui rentre, elle n'a pas besoin de RAN plus GDP. Par contre, comme l'exportine rentre, elle va avoir besoin de RAN plus GDP. Est-ce que c'est clair, cette nuance? Voilà. Donc, et donc ça, pour appliquer dans des questions de cours, okay, c'est très simple. C'est dans des questions d'examen. Si on vous dit que RAN intervient dans l'importation d'une protéine, c'est vrai, puisqu'elle intervient dans l'importation de la protéine. Indirectement, mais elle intervient quand même.
Par contre, si on dit qu'elle fait partie du complexe d'importation, du trimère en question, c'est faux. Et c'est bien ce qu'il y a marqué en dessous. Si on lit bien ce qu'est le texte, le petit texte en dessous, il y a marqué que le transport fait intervenir, en plus de la protéine à importer, des importines alpha et bêta, ainsi que la protéine G monomérique. Donc, fait intervenir. Un complexe d'importation trimérique se forme dans le cytoplasme et se dissocie dans le nucléoplasme grâce à la protéine monomérique RAN plus GTP. Le recyclage d'importines dans le cytosol est nécessaire afin de permettre l'importation de nouvelles protéines. Donc, le schéma juste avant le schéma avec le gradient de RAN GTP et RAN GTP, vous voyez que ce gradient-là en question, en tout cas ce truc-là, il y a une erreur, il y a une faute dans ce truc. Parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'importine qui rentre avec RAN plus GDP. Une exportine, oui, on vient de le voir. Donc, une exportine, oui, elle a besoin de RAN plus GDP pour rentrer. Mais une importine, a priori, dans le système d'importation, il n'y a pas l'intervention, en tout cas, il n'y a pas dans le complexe RAN plus GDP. Et donc, en fait, bon, pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a marqué importine ou exportine avec RAN plus GDP qui rentre. Bon, pour moi, il faudrait juste mettre exportine dans le sens qu'on vient de dire à l'instant. Par contre, oui, quand on se remet, on revient à l'état initial, c'est-à-dire RAN GTP qui est tout à droite du schéma en bas, qui revient dans le cytoplasme, là, ça peut être soit une importine, soit une exportine. L'importine, on vient de le voir à l'instant, c'est l'importine bêta, okay, qui rentre avec RAN plus GTP, et l'exportine qui a préalablement pris l'importine alpha. Okay. Voilà, c'est juste une précision. Page 113 aussi, tout en bas. L'exportation de l'ARN messager. Alors là, c'est important que les ARN messagers, que ce soit ARN messager, ARN de transfert, ARN R, tous ces ARN-là sortent du nucléoplasme quand ils ont été synthétisés à partir de l'ADN. Ça, on est d'accord. Et ils sont exportés via les pores nucléaires aussi par leur extrémité 5' avec la coiffe. Eux, ils vont aussi utiliser un système d'importation. Et ce qui est important, c'est que tous les ARN utilisent RAN plus GTP pour sortir. Donc, il y a un RAN plus GTP qui va permettre à l'ARN de sortir, sauf pour l'ARN messager. Donc, ici, on est dans un cas d'un ARN messager, où dans l'ARN messager et que dans l'ARN messager, il n'y a pas de RAN qui intervient dans ce transport. Okay, donc, ce transport ne fait pas intervenir de RAN. Okay, donc, l'ARN messager sort dans ce sens-là. Donc, il y a une exportine. Donc, on a besoin d'une exportine. On a besoin de RAN plus. Ici, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de RAN plus GTP. Okay, et on traverse par le port nucléaire, on traverse avec 5'. Je répète que sur la queue poly-A, sur l'extrémité de 3', on peut avoir une queue poly-A. Ouais, vous vous souvenez? Alors que l'extrémité, et pas toutes les ARN messagers l'ont, cette queue poly-A. Alors que pour la coiffe, tous les ARN messagers l'ont. Okay, ça permet, entre autres, de protéger lors de son importation ces ARN messagers. OK? Ça, on l'avait vu. Alors, très important aussi, donc page, on continue, on finit le chromosome 117. Alors, je ne sais pas, il y a un schéma qui a été enlevé sur la maturation des ARN M. Est-ce qu'en cours, elle vous en a un peu parlé ou pas, la maturation des ARN messagers? Pas spécialement. Comment s'appelle la maturation des ARN messagers? L'épissage. Très bien. Donc, l'épissage, c'est une forme de maturation d'un ARN. Ici, c'est un épissage. Je mets ça entre guillemets parce qu'on n'appelle pas ça épissage. C'est un sorte d'épissage, mais pour un ARN R. Donc ici, à la base, l'ARN messager, il est sous forme de l'ARN ribosomal, donc page 117. Il est sous forme d'ADN. Donc on a un ADN avec des espaceurs intergéniques qui ne vont pas être transcrits
ok, qui va, dans un deuxième temps, ok, lorsque les ARN polymérase numéro 1 vont se fixer sur ce dernier, vont être transcrits. Tout ça se passe à quel niveau? Dans quel endroit? Dans le nucléole. Ok? Donc, je rappelle. Je prends juste ça aussi, je veux vraiment que ça soit très clair pour vous. Ça, c'est le noyau. À l'intérieur, il y a le nucléole. Toute l'action de l'ADN R qui va donner un ARN R, etc., se passe dans le nucléole. OK? Donc, tout ça, ça se passe dans le nucléole. L'ARN messager, elle, quand elle va se faire transcrire, ça passe par le nucléoplasme. D'accord? Donc, ici, on est dans le nucléole. On a notre ADN R qui va être transcrit par l'ARN polymérase numéro 1. Qu'est-ce qui fait l'ARN polymérase numéro 2? Il transcrit quoi? L'ARN messager. Et quoi d'autre? Les petits ARN, micro-ARN. Il y a un ARN qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu cette année, l'ARN 7SL. Ça vous dit quelque chose? On ne l'a pas dit? C'est l'ARN du SRP. On ne vous a pas dit ça. Bon. Dommage. Du coup, l'ARN polymérase numéro 1, lui, il va synthétiser tous les ARN R, sauf le 5S. On va le voir de suite. Donc, l'ARN polymérase numéro 1 dans le nucléole, il va transcrire pour donner l'ARN R45S, qui est fait de 3 ARN différents, 18S, 5,8S et 28S. Et il va avoir clivage des espaceurs intragéniques. C'est ce qu'on appelle l'épissage, encore une fois, entre guillemets. C'est faux de dire que c'est un épissage pour un ARN messager, mais c'est une sorte d'épissage. C'est quand on enlève toutes les parties intragéniques. Et on va avoir l'action corrélée d'endonucléase et de SNORP. Alors, est-ce qu'on vous a un peu parlé de SNORP, ce que c'était? C'est quoi SNORP? C'est un petit ARN. Il y avait une différence, il y a SNURP, juste pour que vous sachiez, comme ça vous retenez bien. Il y a un truc qui s'appelle SNURP. SNURP, c'est pour les ARN messagers, c'est celui qui fait l'épissage. Et SNORP, le haut de nucléole, en gros, bon, qui lui va s'occuper des ARN R. OK? Donc, c'est juste un micro-ARN qui va s'occuper du sort de cet épissage-là. Je ne veux pas dire épissage, parce qu'après, vous allez croire que ça s'appelle vraiment un épissage. Mais on va dire ce clivage des espaceurs intragéniques. Donc, c'est SNORP qui va s'occuper de ça. Donc, c'est un petit ARN qu'il faut savoir. Et donc, on a nos 3 ARN messagers, ARN R nucléolaires. On est encore une fois dans le nucléole, qui vont rentrer après dans la constitution des ribosomes. Petite sous-unité et grande sous-unité. La grande sous-unité, elle va être faite de 5,8S et de 28S. Et la petite unité, elle va être synthétisée à partir du 18S. OK? Petit nouveau qui arrive, l'ARN 5S, qui lui a été synthétisé à partir du nucléoplasme. Donc, lui, il est venu d'un autre endroit. Donc, il était dans le nucléoplasme. Il est venu ici, le 5S. Et lui va rentrer dans la constitution de la grande sous-unité. C'est important de savoir parce que quand on va vous montrer n'importe quel schéma avec un ribosome, okay, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la grande sous-unité, qu'est-ce qu'il y a dans la petite sous-unité. On ne va pas se faire avoir. Ici, si on vous dit qu'il y a des particules nucléolaires, c'est vrai. Si on vous dit la même chose ici, c'est vrai. Mais si on dit ici qu'il y a des particules nucléoplasmiques, c'est faux. Puisque le 5S, qui est la particule, l'ARN nucléoplasmique, il ne va que dans la grande sous-unité. L'ARN 5S. D'accord? Vous comprenez? Alors ça, c'est important.
Et donc, l'ARN 5S, lui, va être fabriqué dans le nucléoplasme par l'ARN polymérase numéro 3. L'ARN polymérase numéro 3 qui, lui aussi, fabrique les ARN de transfert. Donc, je répète, ARN polymérase numéro 1, ça a fabriqué tous les ARN R, sauf le 5S. L'ARN polymérase 2, l'ARN messager, plus les micro-ARN. Et l'ARN polymérase 3 va fabriquer tous les ARN T, plus l'ARN 5S. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le... Bon, c'est un truc de révision, hein, le truc que j'ai envoyé sur tout la résumé sur la BioC. Ça, c'est hyper intéressant vraiment de le lire parce que ça résume bien toutes les grosses notions de biologie cellulaire et je pense que ça peut être intéressant pour vos révisions. Enfin, donc là, encore une fois, je vous le dis encore une fois, on est dans le nucléole hein, ici. On est dans le nucléole. Puis après, vous voyez que ces petites et grandes sous-unités vont sortir à travers les pores nucléaires, vont sortir à travers les pores nucléaires et séparément. Et donc là, est-ce qu'il y a intervention de RAN plus GTP? Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La RAN plus GTP intervient pour l'exportation de l'ARN, sauf l'ARN messager. Et après, ils vont s'associer dans le cytosol. Donc, c'est important d'avoir cette idée. Ce n'est pas que le ribosome, il sort comme ça à travers le pore nucléaire tout entier. Il sort dissocié et il va s'associer dans le cytosol. Et après, donc, comment on va arriver à quelle étape? Vous allez dans le chapitre 8, système endorembranaire, et vous allez à la page, par exemple, 88. Page 88, vous avez notre ribosome en question qu'on vient de décrire à l'instant. Donc voilà, par exemple, sur un schéma comme ça, page 88, qui peut tomber sans problème, on peut très bien vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans la grande sous-unité? Qu'est-ce qu'il y a dans la petite sous-unité? À quel moment ils sont associés? Etc., etc. Et ils se sont associés donc dans le cytosol et ils vont rencontrer un ARN messager, puisque le ribosome, il est là pour traduire. 5', il va traduire de 5' à 3'. Et là, on vous dit simplement que s'il y a un peptide signal, et ça on l'avait déjà vu, hein, ce signal, ce schéma, mais s'il y a un peptide signal qui apparaît au niveau de cette protéine qui commence à se faire synthétiser, c'est le SRP couplé au GTP qui va venir l'amener au RE, vers le translocon. OK? Vous vous souvenez de ce schéma? Donc, je répète, le ribosome commence à traduire son ARN messager. Le peptide signal apparaît, va être reconnu par le SRP couplé au GTP, va l'amener au translocon. Le translocon est bouché par BIP. Il va aller, donc le SRP avec le récepteur au SRP. Il va avoir hydrolyse du GTP, ouverture de BIP. Et là, synthèse, néosynthèse de la protéine. Alors, je reviens à un élément hyper important. Donc, vous revenez à la page 117, s'il vous plaît. Pourquoi chaque fois, je parlais de complexe ribonucléoprotéique? Parce que le ribosome, comme le SRP d'ailleurs, est fait donc de ribose, donc de sucre. On ne le voit pas ici, mais vous le savez. Il est fait de particules nucléaires, les ARN messagers, les ARN, 45S, 18S, 5,8S et 28S. C'est la partie nucléaire. Et il est fait aussi de protéines. Regardez ces protéines qui viennent. Ces protéines ribosomales. Donc, le ribosome, ce n'est pas juste des ARN qui se sont agglutinés ensemble. C'est des ARN couplés à des protéines. Et les protéines ont été préalablement importées depuis le cytosol et vont rentrer dans la constitution de la petite et de la grande sous-unité. Donc, je me rappelle d'une annale où justement il disait ici, la grande sous-unité est faite de particules, de molécules importées à partir du cytosol. Ça doit vous faire tilt en disant, ah non, mais les ARN messagers, les ARN R ne sont pas importés. Non, non, non. Ah oui, en fait, c'est les protéines qui sont importées qui vont rentrer dans la constitution des ribosomes. OK?
Donc, je veux vraiment que ça soit hyper clair pour vous. Juste le schéma juste avant, page 116. Ah, Dan, moi j'ai une question. Alors, attends, je répondrai aux questions après. Là, je veux juste avancer la semaine prochaine, où tu m'enverras un message cet après-midi. L'ARN polymérase, regardez juste, je fais un résumé. C'est quoi le nucléole dans la page 116? La page 116, on vous dit exactement la définition du nucléole. Le nucléole, c'est quoi? C'est une partie de l'ADN. C'est une partie des chromosomes. Le nucléole se situe sur un chromosome acrocentrique, donc un chromosome particulier. Tous les chromosomes ne sont pas acrocentriques. Il va se situer sur une partie spécifique du chromosome acrocentrique, c'est-à-dire ici la constriction secondaire. Et c'est là le chromosome, c'est à cet endroit-là qu'est le chromosome. C'est à cet endroit-là où est le nucléole, excusez-moi. Et c'est à cet endroit-là que l'ARN polymérase intervient pour fabriquer tous les ARN. Et c'est à ce moment-là que l'ARN 5S va être fabriqué et qui a été préalablement dans le nucléoplasme fabriqué par l'ARN polymérase numéro 3. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est quoi le nucléole en fait? Ah, c'est la constriction secondaire d'un chromosome acrocentrique. Je sais que c'est tous des trucs qu'on n'avait pas forcément vus en cours, mais voilà, on le voit ensemble aujourd'hui. Donc, je vais revenir juste au chapitre sur le système endomembranaire, qu'on a vu pas mal. Il y avait juste un schéma que je voulais voir avec vous. Celui-là, oui. Ça, c'était OK. Ça, c'était OK. Ça, on avait vu. Alors, attendez, on avait tout vu, en fait. On avait tout vu. Alors, il y avait un schéma sur lequel, encore une fois, j'insiste pas mal, pas parce qu'il va tomber forcément, c'est juste que c'est un schéma qui vous explique la glycosylation, page 89. Donc, on pourrait faire exactement la même chose pour la N-glycosylation, la C-glycosylation ou la O-glycosylation. C'est exactement la même chose. Mais je répète que la formation des sucres commence dans le cytosol. C'est-à-dire qu'ici, dans ce schéma, on est dans une étape après que les sucres aient fait le flip-flop. Donc, d'abord, les sucres se construit, l'arborescence sucrée commence sa construction dans le cytosol. Puis, il y a un flip-flop et il va se mettre sur la protéine grâce à des N, ici c'est la N-glycosylation, grâce à des N-glycosyltransférases. Il va se mettre sur la protéine qui est en cours de néosynthèse, ok, et qui va se mettre sur les résidus sucrés, qui va se mettre sur la protéine, sur le résidu d'asparagine, excusez-moi, sur l'atome d'azote. Puis après les 14, il y a des glycosidases, on va passer à 10 résidus sucrés. Juste retenez ces chiffres-là, 14 et 10. Et c'est donc à ce moment-là, lors de la néosynthèse, que ces sucres se mettent. Et c'est là ce qu'on appelle la maturation de la protéine et les modifications post-traductionnelles. Puis après, la protéine, quand elle a tous ces sucres, elle peut aller vaquer à ses occupations. Elle peut aller justement dans la membrane plasmique, dans la matrice extracellulaire avec ses sucres. Elle sera ce qu'on appelle mature. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans les ED le poids théorique et le poids purifié des protéines. Poids purifié, c'est-à-dire c'est le poids de la protéine dans la membrane plasmique avec les sucres. Et le poids théorique, c'est sans les sucres. OK? C'est ce que vous avez vu en ED. Donc voilà, ça c'était important quand même de le préciser. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, alors on ne va pas voir tous les schémas, mais je vais vous dire les pages, les numéros de schéma, on va les voir. Est-ce qu'on peut voir, on peut faire un bref résumé de tous les protéines G que vous connaissez? Ça va être chaud, mais il faut qu'on commence. Allez. Protéine G que vous connaissez. La plus facile. La dynamine.
La dynamine. Donc, première protéine G monomérique. Protéine G monomérique, qui est responsable de l'étranglement de la vésicule. Alors, je répète que la dynamine, au niveau de la membrane plasmique, elle est tout le temps là. Elle utilise donc chaque fois le GTP, donc il y a toujours une hydrolyse du GTP lors de l'étranglement de la vésicule. On la retrouve aussi au niveau du TGN, lorsque la vésicule sort et bourgeonne du TGM pour aller à la membrane plasmique ou pour aller au lysosome. Sauf que la dynamine va être présente que pour des vésicules recouvertes de clatrine à ce niveau-là. Je répète que la dynamine n'est pas présente pour FAP ni pour la cavéoline. OK. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur la dynamine? Oui, aussi. La dynamine, elle est très importante dans la formation de la queue d'actine. Vous vous souvenez, dans la queue d'actine, au niveau de votre cytosquelette, on a la protéine G en question, dynamine, qui va permettre la propulsion avec de la queue d'actine. OK? Et on la voit aussi, la dynamine, lorsqu'il y a l'infection de la cellule par une bactérie. Vous vous souvenez, l'infection de la cellule par la bactérie, je vais juste vous dire la page, où c'est l'infection de la cellule par la bactérie, qui n'est surtout pas à confondre avec le virus. C'est dans le cytosquelette, je crois. Ah oui, merci. Oui, c'est dans le cytosquelette, ça, c'est bon. Alors, je vais juste vous dire, c'est le cytosquelette au niveau de la page, je vais vous dire exactement. Ici. Voilà. Alors, dans le cytosquelette, plutôt, donc du coup, page 74. Donc, la page 74, vous voyez que la bactérie, lorsqu'elle va vouloir échapper au système d'autodéfense de la cellule, elle va passer de cytosol en cytosol. Et comment elle va passer de cytosol en cytosol? Lorsqu'elle va se faire phagocyter, cette bactérie, elle va être poussée, va être propulsée, va être mobilisée par la queue d'actine. Et la polymérisation de la queue d'actine fait intervenir aussi la dynamine. La dynamine, elle a aussi ce rôle-là, pas que dans l'endocytose, mais aussi dans la polymérisation de la queue d'actine. Autre protéine G. Protéine G, par exemple, ARF. Rappelez-moi, ça sert à quoi la protéine G ARF? Alors, pour constituer un revêtement. Exactement. La protéine G ARF, elle va être nécessaire pour former un revêtement. Donc, on va aller, on était dans le chapitre 8, donc on va revenir au chapitre 8, juste 30 secondes, système endomembranaire. Et donc, quand vous allez à la page page 98, on constate que la protéine G ARF, monomérique, hein, pour le moment on ne parle que des monomériques, va permettre de recruter les protéines COP, les quatomères, et va être dans le revêtement de COP. Okay, va faire partie intégrante du revêtement de COP. Alors, pourquoi Lénie, tu as dit juste quatomère? C'est pour ça que je t'ai dit, c'est aussi clatrine.
Sauf que pour la clatrine, elle va juste participer au recrutement. Elle ne fait pas partie intégrante du revêtement de clatrine. Elle fait partie intégrante que du revêtement de quatomère. Donc ça, c'est la protéine G ARF. Et pareil, comme toutes ces protéines G-là, elle est inactive lorsqu'elle est couplée au GDP et va être activée quand elle va être couplée au GTP. Elle va aller au niveau de la membrane d'enveloppe. Donc, dynamine, protéine G, ARF. Protéine G, on va aller un peu plus loin. Protéine G RAS. À quoi ça sert de protéine G RAS? Ça sert Une à cascade de phosphorylation. faire des cascades, exactement, de phosphorylation. Elle va activer des kinases, la protéine G RAS. Donc ça, c'est dans le chapitre, je ne vais pas dans tous les chapitres, mais je vais vous dire juste les pages, comme ça au moins on est bon. On va juste... Là, hop, hop, hop. Donc, par exemple, page 138. Page 138, et il y a même juste aussi un schéma un peu avant, où on voit que la protéine G RAS va permettre d'activer des kinases et donc va activer des phosphorylations. Pareil, là aussi, elle est couplée au GDP ou au GTP. Active ou pas active. Et d'ailleurs, le cycle est le même pour toutes les protéines G monoriques qui est dans le chapitre sur le compartiment cytosolique. À partir du moment où elle est couplée au GTP, elle va être activée et elle va être farnésylée, aller à la membrane plasmique ou dans une membrane d'enveloppe. Protéine G RAB. Vincent, ça sert à quoi la protéine G RAB? Pour la fusion. Oui. Non. Protéine G RAB, page 101. La protéine G RAB va permettre la fusion de vésicules. Donc, on avait dit que une vésicule, pour pouvoir fusionner, il faut qu'elle soit sans le revêtement. Sans le revêtement. Mais elle a besoin aussi, pour fusionner, d'avoir cette protéine G RAB. Alors, la particularité de la protéine G RAB, c'est qu'elle est couplée au GTP d'entrée. Et la fusion va nécessairement avoir besoin qu'elle hydrolyse son GTP. Vous voyez que le cycle n'est pas exactement le même. Dans le schéma, vous voyez qu'elle est couplée au GTP presque de fait et elle est activée à ce moment-là. Et lorsqu'elle va utiliser ce complexe d'amarrage pour amener les deux vésicules à se rapprocher, c'est une espèce de marieuse, en fait, une protéine gérable, et ben l'augmentation de calcium va activer le GTP, le RAB, et va libérer le phosphate inorganique, et va faire ce qu'on appelle l'hydrolyse. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a une augmentation, on a une fusion des vésicules. Donc protéine G monomérique, RAB. Alors regardez le petit texte en dessous, il est assez intéressant, je le lis. La vésicule déshabillée, on est bon, sauf la cavéole. Alors, je rappelle que la cavéoline, elle ne se fait jamais déshabiller. Se rapproche du compartiment receveur. Point. Une protéine G monomérique RAB activée s'insère par un acide gras à la membrane de la vésicule et recrute, donc c'est la protéine G RAB qui va recruter un complexe cytosolique d'approche, ce qui permet le rapprochement des deux compartiments. Donc, c'est un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que la protéine G RAB, elle va recruter le complexe d'approche. C'est elle qui s'en occupe, ce n'est pas un truc qui vient au hasard. L'amarrage est dû aux interactions entre les protéines membranaires des deux compartiments. La fusion, puis l'exocytose à la membrane plasmique nécessite la présence d'ions de calcium. Donc ici, on est dans le cas d'une fusion, mais c'est la même chose pour une exocytose. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de calcium. Alors, on a besoin de calcium pour une exocytose pour deux raisons. Donc, on vient de le voir à l'instant. Le RAB en a besoin et le complexe d'approche pour le fusion en a besoin. Et il y a une autre raison. Pour la gelsoline. La gelsoline aussi, qui va cliver le microfilament d'actine lors d'une exocytose, a besoin d'augmentation de calcium. Donc, je continue. La fusion de puis l'exocytose à la membrane plasmique nécessite la présence de calcium. Le contenu des vésicules passe dans la lumière du compartiment receveur,
c'est normal, puisque ça va devenir un gros compartiment. Les protéines de la membrane de la vésicule s'insèrent dans celle du compartiment receveur. Et enfin, la protéine G monomérique RAB, activée, hydrolyse le GTP et repasse dans le cytosol couplé au GTP, entre parenthèses, inactivé. Les facteurs cytosoliques sont recyclés dans le cytosol. Donc, c'est quoi le facteur cytosolique? C'est les complexes d'approche. OK, protéine G RAB, c'est le seul endroit où on voit la protéine G RAB. Protéine G RAN, qu'on a vu tout à l'heure. RAN couplé au GTP permet de faire rentrer quelque chose dans le nucléoplasme. RAN couplé au GDP, excusez-moi. RAN couplé au GDP permet de faire rentrer dans le nucléoplasme. Et RAN couplé au GTP va permettre de le faire sortir. On a vu la RAN, on vient de le voir à l'instant. OK. Protéine G. Bon, je ne vais pas vous faire parler, je vais le dire tout après. Voilà. Protéine G-RO. Protéine G-RO va permettre l'organisation du cytosquelette. Alors, la protéine G-RO, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, la protéine G-RO, elle est activée par l'intégrine qui se fixe à la matrice extracellulaire, c'est-à-dire soit la fibronectine, soit la laminine, et donc va être activée via ce canal-là. On a vu aussi que la protéine G-RO, elle peut être aussi activée par une protéine G hétérotrimérique, la protéine G alpha 12. Vous vous souvenez que dans le chapitre 11, il y avait la protéine G alpha 12 qui pouvait activer la protéine G-RO. La protéine G-RO, on la retrouve aussi dans un schéma, oui, dans le chapitre justement sur la... Alors, sur la matrice extracellulaire. Alors, on ne dit pas clairement, mais il faut le lire entre les lignes. Donc, matrice extracellulaire. Le truc de schéma. Voilà. Alors, dans la matrice extracellulaire, on vous le montre au niveau de la page 37. Ce schéma qui tombe, OK, d'ailleurs. On voit que l'intégrine qui peut se fixer à la fibronectine ou à la laminine peut avoir un effet sur le microfilament d'actine ou la cytokératine. Certes, mais par un intermédiaire qu'on ne montre pas ici, qui est la protéine G-RO. Donc, quand on dit que la protéine G-RO, elle s'occupe des cytosquelettes, pas que le microfilament d'actine, mais aussi les filaments intermédiaires de cytokératine. Il y avait aussi un autre schéma, mais je crois qu'ils vous l'ont enlevé, où vous montrez que c'est même avec les microtubules. Mais bon, pour le moment, mettez-le entre parenthèses. OK? Bon, donc la protéine G-RO, hyper importante. Il manque normalement encore 3 protéines G monomériques. Protéine G qu'on retrouve dans la mitochondrie. OPA1, mitofusine et DRP1. Le D de DRP1, c'est la dynamine. Donc DRP1, ça fait partie de la famille des dynamines. DRP1 est recruté à travers et qui va jouxter la membrane plasmique, la membrane externe de la mitochondrie va permettre la fragmentation des mitochondries. OPA1 va permettre la fusion des mitochondries et elle est dans la membrane interne. Et mitofusine est dans la membrane externe et va permettre aussi la fragmentation de la mitochondrie.
Et toutes ces trois sont des protéines G monomériques. Alors, attention. Est-ce qu'en cours, je vous le dis parce que chaque fois il y a des ambiguïtés, elle vous a parlé de la nature des protéines GAP, GEF, RGS. Elle vous a dit que c'est des protéines G, ça ou pas? Pour moi, ce ne sont pas des protéines G. C'est des protéines qui influent les protéines G, mais en soi, ce n'est pas des protéines G. GAP, elle permet l'hydrolyse des protéines G monomériques. GEF, elle permet l'activation de la protéine G, l'échange. RGS, elle permet l'hydrolyse d'une protéine G hétérotrimérique. Et RCPG va permettre l'action, okay, l'activité de l'échange d'une protéine G hétérotrimérique. Okay, donc RCPG et GEF, même rôle, sauf que GEF, protéine G monomérique, RCPG, protéine hétérotrimérique, et GAP, RGS, la même chose dans l'inverse. Est-ce que vous voyez d'autres protéines G des protéines G monomériques en bio-C? Il me semble que non. Finalement, les protéines G hétérotrimériques, il y a alpha S qui va stimuler l'AMP cyclique, par exemple pour le récepteur RCPG. Vous vous souvenez, RCPG, lorsqu'il va avoir comme ligand le glucagon, vous vous souvenez, il va activer l'AMP cyclique. Donc, il a une sous-unité alpha qui est alpha S. On a alpha I qui joue le rôle inverse, qui va inhiber l'AMP cyclique. Alpha Q qui va activer qui, l'alpha Q? La phospholipase C. Parfait. Alpha Q. Alpha 12, on vient de le dire, qui active la protéine G-RO. Et alpha T, la transducine, qui va activer, qui va inhiber, qui va diminuer la quantité de GMP cyclique dans la cellule. C'est un schéma qu'on a vu la semaine dernière. Voilà les protéines G. Alors, il y a un truc hyper important donc, sur ce cycle-là de la protéine G. Donc, elle est dans le chapitre 4, cytosol. Sur les cycles de la protéine G, on va aller dans le cycle de la protéine G hétérotrimérique. Un truc qu'on n'a pas tellement parlé, donc page 53, mais que j'aimerais insister aujourd'hui. C'est les deux toxines. La toxine du coqueluche et la toxine du choléra. Donc, je veux qu'on voit aujourd'hui la toxine du coqueluche et la toxine du choléra dans le chapitre 4 et la toxine de coqueluche et la toxine du choléra dans le chapitre 11. C'est quoi la toxine du coqueluche? On appelle ça comment aussi d'autres? Pertussis. Exactement, pertussis. Toxine du coqueluche, elle inhibe l'activation d'une protéine G hétérotrimérique, la sous-unité alpha. Donc, en gros, quand la toxine du coqueluche elle intervient à ce niveau-là, le RCPG ne peut pas activer la protéine G. Donc, on reste toujours sous forme alpha-GDP. Point. La toxine du choléra, elle va inhiber l'inhibition. Ça veut dire que la toxine du choléra, elle va inhiber le fait de revenir à l'état initial avec GDP. Donc, quand on a la toxine du choléra, on a notre protéine G couplée au GTP qui va toujours actif. Jamais passif. Et la toxine du choléra, vous le voyez dans le schéma, a le même rôle que le GTP gamma S. C'est quoi le GTP gamma S? Je répète, c'est comme du GTP, sauf qu'il est non hydrolysable. Donc, le GTP gamma S, quand on l'incorpore à la place du GTP, il ne sera jamais hydrolysable. Donc, la protéine G, elle reste toujours active, puisqu'elle ne peut jamais revenir à l'état initial. Et donc, quand on revient et quand on va au chapitre 11, communication intercellulaire, et quand on va dans le schéma
des protéines G. On va aller revoir ces toxines du choléra et toxines du pertussis. Mais dans d'autres sphères. Donc, c'est page 133. Donc, dans la page 133, on peut avoir une action de la toxine pertussis qui va inhiber alpha I et la toxine du choléra qui va inhiber alpha S. Mais notez, est-ce qu'elle vous en a un peu parlé de ça en cours ou pas? Normalement, elle a dû vous dire en cours que l'action de la toxine du pertussis et la toxine du choléra avaient le même effet. Ah, très bien. C'est quoi le même effet? C'est l'augmentation de la MP cyclique. Parce que la toxine du pertussis, elle va inhiber l'inhibition. Donc, la MP cyclique va augmenter. Et la toxine du choléra, elle va aller sur la sous-unité, je crois, la toxine du choléra, elle va aller sous la sous-unité quand la truc, elle est alpha GTP. Okay, donc, elle va inhiber cette période-là où elle va revenir à l'état initial. Et donc, la MP cyclique va toujours rester augmentée. Je vais juste vous dire ce qu'il y a marqué dans le livre exactement. Ça, c'est mes livres que j'avais durant ma première année. Normalement, quand vous avez ces livres-là, vous réussissez. Bon. Il y a des gens qui disent ça. Voilà, ça, c'est un livre, ce qu'on appelle un livre vivant. Et encore, j'aurais pu plus le déchirer. Alors, je vous montre le truc. La toxine du pertussis, on appelle ça la toxine pertussique, elle bloque l'interaction entre la protéine G alpha I et son récepteur membranaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va inhiber son inhibition. Mais la toxine du choléra, elle va bloquer l'activité GTPasique de alpha S. Donc, je répète, la toxine du choléra va bloquer l'activité GTPasique de alpha S. Et donc, si elle bloque l'activité de GTPasique de alpha S, ben, l'AMP cyclique sera toujours en perpétuelle augmentation. C'est pour ça qu'on dit, quand je répète, que la toxine du choléra et de la coqueluche entraînent au final le même effet, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration d'AMP cyclique. Et juste pour finir sur les toxines dans le site, quelque chose qui n'a rien à voir sur le cytosquelette, c'est quoi les toxines, enfin, je ne sais pas si on appelle ça les toxines, les trucs qui vont inhiber dans le cytosquelette. Qu'est-ce qui va inhiber le microfilament d'actine? Alors ça, c'est pour le microtubule. Moi, je veux va avoir les cytocalasines. Cytocalasines. Et les phalloïdines. Et les phalloïdines. Cytocalasines et phalloïdines vont bloquer la polymérisation des microfilaments d'actine. Taxol, Vincent, ça stabilise le microtubule. Ça le stabilise. Et vinblastine et colchicine vont inhiber le microtubule. Voilà pour aujourd'hui. Je ne veux pas en dire plus. Et on reprend la semaine prochaine. Donc, juste la semaine prochaine, il y aura cours jeudi, midi, et vous vendredi. OK? Allez, c'est bon. Bon courage à tous.